ho ho, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Et oui, Noël arrive, l'odeur du sapin, les cadeaux, la bouffe à s'en péter l'estomac, les films romantiques sur la 1 ou sur la 6. Ah, bonheur, joie, joie, bonheur. Mais bien sûr, à côté des autres films romantiques, on a bien sûr tous les films qui se passent à Noël. On pourrait citer quoi? Le Drôle de Noël de Monsieur Jack, le Grinch, le Polar Express, le Drôle de Noël de Monsieur Scrooge, et plus particulièrement pour je ne sais quelle raison, pour ceux qui ont à peu près mon âge, à chaque fois nous avions un film qui passait à chaque fois, que ce soit souvent sur la 6, à savoir Astérix chez les Bretons. Pourquoi ce film en particulier? Je sais pas, mais j'ai pris un amour éternel à ce film, et notamment surtout au personnage qu'il y a à l'intérieur. Alors préparez votre potion magique, votre petit bonnet de Noël ou votre casque ailé et n'oubliez pas d'affûter bien votre épée. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à l'un des plus gros titans de la bande dessinée moderne. Aujourd'hui, nous allons parler de nos deux Gaulois préférés, Astérix et Obélix. Alors, par où commencer? Astérix et Obélix, ou plus précisément Astérix, ou pour les plus vieux Astérix le Gaulois, est une bande dessinée française créée le 29 octobre 1959 par les deux plus grands noms de la bande dessinée, René Goscinny et Albert Uderzo. Aujourd'hui, nous avons 39 tomes qui sont sortis de ces deux personnages. Alors, c'est moins que certains qu'on a cités déjà, mais si on comptabilise les ventes cumulées des albums traduits dans près de 111 langues, nous sommes sur la bagatelle de plus de 380 millions d'exemplaires vendus. Ça fout les chocottes, hein? Ce qui fait d'ailleurs de lui la bande dessinée la plus vendue au monde, derrière nul autre, s'il vous plaît du peu, One Piece. Et surtout, on met à côté Batman. Donc ça, je dois avouer, fier d'être Gaulois. Et comme dit plus haut, sa renommée, elle continue de l'être. On peut le voir d'ailleurs encore au cinéma de nos jours, puisqu'en effet, le prochain film, Astérix l'Empire du Milieu, sortira en 2023. Donc autant vous dire que nos deux petits Gaulois font encore un petit peu la pêche, et leur potion magique est vraiment efficace. Mais d'où vient cette réussite? Qui sont-ils? Comment nos deux protagonistes, Uderzo et Goscinny, les ont créés? Et ça, c'est ma petite mission avant Noël. Mais pour votre bien, et pour éviter que la vidéo soit trop longue pour moi à monter, je vais le faire en deux parties. Vous allez avoir dans cette vidéo, en fait, un peu plus les explications, comment ils ont été créés, la création et leur réussite, bien évidemment. Et dans la prochaine vidéo qui sortira plutôt vers la Nouvelle An, je passerai en revue quelques petites anecdotes sur la création et tout l'univers qu'a apporté Astérix. Mais avant, on va enfin pouvoir commencer par Toutatis. Avant de présenter les personnages, nous allons nous consacrer au commencement, et même bien avant la création de nos deux compères. Revenons donc quelques années en arrière, jusqu'à 1951. Albert Uderzo intègre l'antenne parisienne de la World Press, un studio belge qui fournit des pages de bande dessinée à des éditeurs d'hebdomadaires pour la jeunesse. Pendant son séjour là-bas, il rencontre un jeune scénariste français qui revient des États-Unis, à savoir René Goscinny. Âgés de 24 et 25 ans, ils partagent la même volonté de faire évoluer la bande dessinée humoristique vers moins de mièvrerie. Oui, rappelez-vous que avant cette partie-là, on était un peu plus sur du côté bécassine. Et d'autres aussi avant, mais disons qu'au niveau aventure, c'était compliqué quoi. Et autant dire qu'ils peuvent la faire évoluer, vu déjà le palmarès de ses deux confrères. Si Goscinny dessinait certaines de ses histoires au début de sa carrière, son véritable talent est l'écriture. Et en effet, il est déjà associé à Maurice pour la série Lucky Luke, ou encore Sampé pour le Petit Nicolas. Je vous renvoie à mes deux vidéos que je vais mettre en épingle ici sur le Petit Nicolas et Lucky Luke, où j'ai déjà fait une vidéo entière à ce sujet. Ils commencent à se rôder ensemble en se penchant sur Papa, colosse indien rencontrant des colons français dans le Nouveau Monde, et Géant Pistolet. Le voyage, la mer, les bagarres, l'humour, plusieurs ingrédients d'Astérix sont déjà là, mais il faudra encore attendre quelques années avant de s'y pencher. Avant l'année 1959, un certain François Cloteau veut créer un journal français centré sur la bande dessinée. Mais quand tu analyses un peu, à part des Belges comme Tintin ou Spirou, le reste de la BD à cette époque est principalement américaine. La guerre, le plan Marshall, le capitaine Louis américain, tout ça, vous connaissez. Il veut une histoire où la culture française serait prédominante. Il crée alors une équipe de choc composée de nos deux partenaires, de Jean Hébrard, professionnel de la publicité, et le scénariste Jean-Michel Charlier.
Ensemble, ils vont créer le journal de la bande dessinée Pilote, dont la sortie est prévue en automne 1959 et qui va révolutionner le monde de la BD. Mais avant tout ce globi-boulga, il faut que nos deux protagonistes arrivent à trouver une histoire. Et honnêtement, 2 semaines avant la sortie, ils avaient toujours rien. Un jour de beau temps et de forte chaleur, Uderzo reçoit Goscinny chez lui. Après avoir fait les alcooliques et les pompiers de faux, ils se sont posés et ont réfléchi. Il leur faut un personnage et un univers et une histoire très française. Et donc, pour répondre, Goscinny dit à Uderzo « Cite-moi les époques qui ont marqué l'histoire de France. L'âge préhistorique et les hommes de Cro-Magnon ? Non, beaucoup de bandes dessinées ont déjà traité le sujet, même les Américains. Les Gaulois donc ?» Et là, l'ampoule s'allume. Les Gaulois sont rigolards, brailleurs, bons vivants, y a de quoi faire. Et bam, Astérix vient de naître. Mais à ce moment-là, il faut accélérer parce que comme dit plus haut, il ne reste que 2 semaines pour écrire l'histoire. Donc on prend les infos là où on peut, c'est-à-dire les souvenirs d'école. En un quart d'heure, tout était en place. Nous nous sommes inspirés de ce que nous avions appris à l'école sur les Gaulois. Une barbe, un druide, un petit village, des guerriers, ça n'allait pas plus loin. On peut rigoler, mais ces clichés historiques partagés par tous les Français sur nos ancêtres les Gaulois vont rendre les héros immédiatement familiers à tous leurs lecteurs. Et enfin, nos héros arrivent sur le fameux journal à sa sortie le 29 octobre 1959 et le succès vient à peine de commencer. Publiée dans Pilote de 59 à 73, la série est éditée parallèlement en albums cartonnés pour les 24 premiers albums, d'abord aux éditions d'Argo, puis à partir de 1998 aux éditions Hachette, et enfin aux éditions Albert René pour les 15 albums suivants. Le dessin est semi-réaliste, fortement inspiré de l'école de Marcilène. Pour vous expliquer ce style, je pense qu'il faut que je vous explique un peu plus davantage. On est bien ici. Un peu plus en intimité, je trouve que c'est pas mal. Ici, j'aimerais vous parler de l'école de Marcilène, ou plus globalement, l'école de Charleroi. Pour résumer globalement, l'école de Marcilène est un style de bande dessinée qui s'inspire globalement de ce qui est fait chez Spirou. Leur style est même appelé le style atome ou le style sombre. Pour résumer, cela se caractérise par des longs nez, un visage rond et des formes plutôt excentriques. Le nom vient de l'ancienne commune belge de Marcilène, aujourd'hui reliée à Charleroi, où Jean Dupuis avait créé le journal de Spirou. Si vous voulez des exemples, il y en a tout plein, Astérix Obélix, Spirou bien évidemment, Lucky Luke, Marsupilami et j'en passe, c'est des meilleurs. L'école de Marcilène aussi s'oppose énormément avec l'école de Bruxelles, qui elle s'appelle aussi la ligne claire. Par rapport à l'école de Marcilène au niveau du style, l'école de Bruxelles est totalement l'opposé. Les scénarios sont souvent plausibles, les personnages essayent, même les dessins essayent d'être réalistes, et surtout, tout bonnement, les bulles sont rectangulaires, etc. Alors que pour l'école de Marcilène, elles étaient rondes. Et par exemple, on a l'un des meilleurs exemples qui n'est autre que Tintin, mais on peut avoir aussi, par exemple, Bécassine. Bon, maintenant que je suis là, je pense que je vais revenir là-bas. Après la mort de Goscinny en 1977, Albert Uderzo poursuit seul la série, puis passe la main en 2013 à Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Au total, c'est 39 tomes sortis à ce jour, dont le dernier tome, Astérix et le Griffon, étant sorti en 2021. Mais que nous raconte donc la BD? Qui sont nos personnages? Pour ça, je vais vous laisser avec le narrateur de la série. En 50 avant Jésus-Christ, nos ancêtres les Gaulois avaient été vaincus par les Romains après une longue lutte. Toute la Gaule est occupée. Toute, non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés romains. Bon, pour ajouter un peu, l'histoire se passe donc en 50 avant Jésus-Christ, peu après la conquête romaine. On nous raconte donc l'histoire d'un petit village gaulois d'Armorique qui poursuit seul la lutte contre l'envahisseur grâce à une potion magique préparée par le druide, cette boisson donnant une force surhumaine à quiconque en boit. Les personnages principaux sont donc le guerrier Astérix et le livreur de menhir Obélix, chargé par le village de déjouer les plans des Romains ou d'aller soutenir quiconque sollicite de l'aide contre la République romaine. Ils vont vivre de nombreuses aventures, les amenant dans de nombreuses contrées, dont notamment l'Angleterre jusqu'en Égypte en passant par la Germanie. Entre la Gaule d'hier et la France contemporaine, le jeu des comparaisons est infini. On peut comparer ceci au fantasme d'une France occupée il y a peu, qui se réinvente résistante, même si le scénariste le nie d'ailleurs. On s'est simplement dit, ça va être marrant de prendre des Gaulois et des Romains, deux groupes antagonistes. Les Gaulois étant moins nombreux et moins forts, on leur donnera un druide qui fabrique une potion magique. Et c'est parti comme ça, sans autres idées préconçues.
La série est avant tout humoristique et parodie principalement la société française contemporaine à travers ses stéréotypes et ses régionalismes, ainsi que des traditions et coutumes emblématiques de pays étrangers. Le comique de répétition est très présent, avec notamment le naufrage des pirates ou l'acharnement d'Assurance Tourix pour continuer de chanter ses douces musiques. Après le scénario, venons maintenant aux personnages. Et bon Dieu, il y en a des centaines, des milliers, tous cités, et tous à peu près à un niveau d'importance, c'est compliqué. Parce que oui, vous parlez des personnages principaux, bon allez, à 2-3 ça va être simple, mais si je commence à essayer de détailler les personnages secondaires qui peuvent devenir principaux ensuite, là ça devient plus compliqué. Mais bon, c'est ma mission, donc on va commencer par présenter, disons, les personnages, les personnages du titre. Top! Avant toute chose, avant que je commence la présentation, il faut aussi que je vous explique un truc. Il y a une chose qui est importante dans la BD Astérix Obélix, c'est les noms. Et pour ça, repartons là-bas. Bon, pour vous expliquer au niveau des noms, c'est très simple. En effet, pour les noms, c'est assez simple à comprendre, il faut voir le suffixe à la fin de leur prénom. Par exemple, si c'est un X, vous êtes sûr que c'est un Gaulois. Astérix, Goudurix, Idéfix, Obélix, etc. Par exemple, si c'est un Us, c'est globalement un Romain, Brutus, Caelius, Bonus, etc. Et par exemple aussi, les Norvégiens, c'est Alf. Ça c'est Alf, je crois que c'est Af, Krababaf, un truc comme ça. Et même d'ailleurs, enfin pour les Égyptiens, c'est par exemple Is. Voilà, j'avais besoin juste d'avoir encore envie de bouger. Bon, on y retourne, faut qu'on termine un peu. Astérix est un guerrier gaulois et nul autre que le héros de la série. Il apparaît dès la première planche de la première page où il porte déjà son habit caractéristique composé d'un haut noir, d'un pantalon rouge, d'une épée portée sur le côté et d'un casque agrémenté de 2 plumes qui, selon les orientations, révèlent son humeur. Petit, mince, voire chétif, Astérix est physiquement loin des stéréotypes de héros de bande dessinée de l'époque. Au début, Uderzo voulait le dessiner grand et fort, mais le scénariste Goscinny souhaitait absolument un anti-héros qui ait un physique marrant. Les auteurs souhaitaient qu'il soit teigneux, malin, plutôt qu'intelligent et débrouillard, afin de coller à la caricature du français moyen. Super, merci l'image qu'on reflète. Son nom commence par la lettre A, afin, selon les auteurs, d'être référencé au début des futures encyclopédies de bande dessinée. Il devait être aussi perceptible qu'une ponctuation, qu'un astérix en somme. Le père d'Astérix s'appelle Astronomix et sa mère Praline, et tous deux tiennent une boutique de souvenirs à Contat. Astérix a un cousin germain breton, Jolitorax, et il est généralement admis qu'il est célibataire et sans enfant. Obélix est livreur de menhirs, et il est surtout le meilleur ami d'Astérix, qui l'accompagne toujours dans ses aventures. On peut même dire que c'est le hardi de son Laurel, et en plus, il possède un chien. Vous inquiétez pas, on va y revenir. Contrairement à Astérix, qui doit boire de la potion magique, Obélix est lui tombé dans la marmite de potions magiques quand il était petit, et ses effets sont donc permanents chez lui. Son nom vient sans doute, comme celui d'Astérix, d'un signe typographique, l'obèle ou bien de l'obélisque égyptien. Il apparaît dès la première planche de la première histoire, dans laquelle il porte une hache à la ceinture, instrument qui disparaît dès la planche suivante. En revanche, sa tenue demeure la même tout au long de la série, c'est-à-dire des braies à raies verticales blanches et bleues et le torse nu. Dans cette première histoire, sa présence n'est qu'anecdotique, mais il prend de l'importance dès le deuxième album, à savoir La Serpe d'Or, au point d'être considéré comme le co-héros de la série. Doté d'un appétit jamais satisfait, Obélix apprécie la chasse aux sangliers et les festins copieux et interminables. Surnommé le cauchemar des Romains, il est aussi susceptible et sa colère fuse lorsqu'on le traite de gros. Son père s'appelle Obélodalix et sa mère Gélatine. Tous deux tiennent une boutique de souvenirs à Condat, et oui, en effet, il travaille avec les parents d'Astérix. Il a un cousin germain à Lutèce qui s'appelle Amérix, qui fabrique des serpes d'or. Il n'a apparemment pas d'enfant, mais Goscinny et Uderzo lui ont tout de même imaginé un descendant, nommé Obélisque, qui vit au XXe siècle. Pourquoi pas? Panoramix est le druide du village. Figure de vieux sage, c'est de lui que dépend la survie du village, car il est le seul à posséder le secret de la potion magique, qui ne se transmet que de bouche de druide à oreille de druide. Il apparaît dès le premier album, Astérix le Gaulois.
Comme tous les habitants du village, il a sa propre tenue, composée d'un habit blanc et d'une cape rouge. Ouais, Jésus quoi. Cherchez pas plus. Finalement reconnaissable à sa longue barbe blanche, il porte toujours une serpe en or qui lui permet de cueillir le gui, ingrédient essentiel de la potion magique. Son nom vient tout juste de panoramique, à savoir un vaste paysage. Idée fixe, je vous avais dit que j'allais y revenir. Et le chien d'Obélix. Il fait sa première apparition dans la 9e planche de l'histoire, le Tour de Gaule d'Astérix, dans laquelle il suit Astérix et Obélix tout au long de leur périple à travers la Gaule, sans que ceux-ci n'y prêtent attention jusqu'à la dernière planche où Obélix le remarque et lui donne un os. Idéfix est un petit chien blanc dont la race est indéterminée, même si dans les versions réelles, on le fait jouer par des West Highland White Terriers. Court sur pattes dans ses premières apparitions, il prend de la hauteur et s'affine au fil des albums. Il accompagne les 2 héros de la série dans toutes leurs aventures, à l'exception de 4 albums, à savoir Astérix chez les Bretons, Astérix Légionnaire, Astérix chez les Helvètes et les Lauriers de César, dans lesquels il reste au village. Il est en revanche doué de sentiments, ne supportant pas que l'on fasse du mal aux arbres. En 1974, il devient l'emblème d'un studio d'animation qu'on présentera un peu plus tard. À partir de 2021, la série Idéfix et les Irréductibles sort en dessin animé et en BD, racontant les aventures d'Idéfix à Lutèce, 2 ans avant sa rencontre avec Astérix et Obélix. Présenté dans l'album Astérix Gladiateur comme un dictateur, le personnage de Jules César dans la bande dessinée est une représentation du personnage historique éponyme, ancien consul romain et surtout conquérant de la Gaule, enfin toute une partie. Il apparaît dès la première planche de la première histoire. Toutefois, et concrètement à ce que prétend la série et la croyance populaire, César n'eut jamais le titre d'empereur, il fut seulement imperator, général en chef en latin. La présence du village de fous, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, l'irrite au plus haut point. Malmené par ces derniers, la figure du personnage historique est néanmoins respectée, puisqu'il n'est jamais atteint physiquement par les coups ni menacé dans sa fonction par les irréductibles gaulois. Le personnage de Jules César est souvent moqué par les auteurs, sa façon de parler de lui-même à la 3e personne et ses citations latines sont fréquemment détournées et parodiées. Son évolution dans la série montre sa préoccupation à vouloir tenir une grande place dans l'histoire, en étant jugé comme un homme digne, alors qu'il perd souvent son sang-froid dans les situations où il n'arrive pas à se faire craindre et respecter. Sa stature de personnage historique est néanmoins toujours établie en mettant en avant sa clémence. César est également malmené par Cléopâtre, la reine des reines, avec qui il a un fils nommé Césarion. Il possède également un fils adoptif, Brutus. La représentation physique du personnage est fidèle aux effigies antiques et aux gravures sur les monnaies. De même, le dessinateur se conforme à la description qu'en avait l'écrivain latin Suétone. La poitrine large, la taille élancée, les yeux vifs, César portant aussi sur sa tête la couronne de laurier de l'imperator. Avec moi. Voilà, je vous ai présenté vraiment les personnages principaux. Je vous en ai cité certes 5, mais je peux vous dire si je devais tous les lister, regardez, je vous montre une photo, ça, c'est tous les Gaulois. Ça, c'est tous les Romains. Et je vous montre pas les autres personnages, Parce que oui, j'aurais pu vous citer, je sais pas qui j'aurais pu citer, Cléopâtre, j'aurais pu citer Olaf le Grosse-Bave, j'aurais pu citer Assurance Tourix, Sabra Raccourcis, Falbala, j'aurais pu citer, tout bonnement, comment il s'appelle cela, Joli Thorax, j'aurais pu vous citer Barberousse, l'un des pirates, j'aurais pu vous citer aussi... Vous avez compris, il y a énormément de personnages, mais il fallait que je me concentre sur certains personnages. Et pour moi, ces 5-là ont une importance capitale, puisqu'en effet, Panoramis, c'est la potion magique ou rien. Les 3 autres, Astérix, Obélix, Idéfix, c'est les personnages principaux. Et Jules César, c'est l'antagoniste. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Mais c'est bien beau de parler des Gaulois, etc., etc., etc. Mais d'où vient la réussite d'Astérix le Gaulois? Pourquoi tout le monde le connaît aussi bien? J'ai ma propre théorie, puisqu'en effet, je pense tout concrètement que, certes, la BD est bien, mais il y a un autre média qu'on a oublié de citer, l'audiovisuel. Quand on liste le nombre de films et séries dérivées de la BD, on compte au total 10 films d'animation et 5 longs métrages, dont un qui va sortir en 2023. C'est plus que Tintin ou tous les autres réunis, autant dire qu'Astérix règne en maître dans le monde du cinéma. Et pourtant, cela n'aurait pu jamais se passer.
Georges Dargaud, le directeur du journal Pilote, entreprend en 1967 l'adaptation du premier album sans en informer les deux auteurs de la série. Ou le malandrin. Ces derniers ne découvrent le film que lors d'une projection privée, mais ne s'opposent pas à sa sortie en salle, même s'ils ne sont pas convaincus par la qualité artistique du film. Mais bon, ils ont bien accepté, car le succès était au rendez-vous avec presque 2,5 millions d'entrées. Mais vous croyez que Dargaud va s'arrêter à le faire qu'une fois ? Bande de filous que vous êtes, vous êtes crédules. En effet, les auteurs apprennent alors qu'un second film est en cours de production, adapté du deuxième album de la série, à savoir Les Serpes d'Or. Ils arrivent cependant à s'opposer à la réalisation de ce projet et proposent même à Dargaud d'investir dans un long métrage dont ils superviseraient eux-mêmes la direction artistique. C'est ainsi que naît Astérix et Cléopâtre, tiré du 6e album des aventures d'Astérix. Uderzo dessine le storyboard, tandis que René Goscinny est épaulé par Pierre Tchernia dans l'adaptation du scénario. Ce dernier écrit même 3 chansons sur une musique composée par Gérard Calvi. Et ce n'est malheureusement pas le même succès car il atteint que 1,9 million de spectateurs. Alors que pourtant je suis désolé mais les musiques sont inarrêtables. Moi le pudding à l'arsenic, mais même s'il n'a pas rencontré le succès escompté, il y a quand même eu d'autres suites, notamment par exemple les 12 travaux d'Astérix ou Astérix chez les Bretons, on arrive enfin à le voir, qui sont des très bons films, et je ne parle même pas des 2 derniers films d'animation qui sont sortis, réalisés par nul autre que Alexandre Astier et Louis Clichy. Mais certes, les films d'animation c'est une chose, mais là je veux surtout parler des films IRL. Il faut noter que cela faisait un moment que les gens voulaient un film avec des vrais acteurs. Il y a eu même des premiers projets qui avaient été faits, mais finalement avortés, imaginant même Louis de Funès, s'il vous plaît, dans le rôle du petit Gaulois. Il a fallu attendre les années 90 et l'impulsion du producteur Claude Berry, poussé par son fils et Sylvie Uderzo, alors directrice des éditions Albert René, pour que le projet soit réellement lancé. C'est donc en 1999, avec Astérix et Obélix contre César, que le premier film IRL sort en salle. Et c'est le début d'une longue liste de films, notamment avec le sublime, le cultissime, le drôle, l'excentrique, le légendaire. Et bien évidemment Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui sortira en 2023, avec cette fois-ci une petite différence par rapport aux autres films, puisqu'en effet, pour les quelques films qu'il y avait eu avant, il y avait toujours un acteur qui n'était jamais changé, c'est-à-dire Gérard Depardieu en Obélix, mais cette fois-ci, Gérard range le tablier, et cette fois-ci c'est Gilles Lelouch qui prendra ce rôle. Et espérons que le film sera pas nul, parce qu'après le dernier là, ça fait peur. Pour conclure cette vidéo, honnêtement, quoi dire de plus sur Astérix et Obélix? Que dire que c'est des machines de guerre, c'est des personnages qui sont excentriques, super drôles, le village est attachant. Bref, si vous avez des enfants, franchement, n'hésitez pas à leur acheter ça pour Noël, c'est vraiment une très bonne lecture et c'est très drôle même avec vos yeux d'adulte. Donc, n'hésitez pas à y aller parce que franchement, ils sont fous ces Gaulois. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci à tous de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a un petit peu émerveillé avant Noël. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo où là je vais me consacrer exclusivement aux anecdotes sur Astérix et Obélix. D'ici là, portez-vous bien, j'espère que vous fêterez Noël comme il se doit et on se retrouve la semaine prochaine pour fêter la nouvelle année 2023 qui arrive. Et je vous dis à la semaine prochaine, c'était Eyota en direct de la toile et à bientôt sur YouTube. Ciao!